que souvent on se rend pas compte, mais l'entreprise, c'est pas qu'un pourvoyeur de salaire. C'est aussi, un moyen d'être en contact avec des personnes passionnantes dans son service, mais en dehors de son service, dans d'autres métiers, et on profite souvent pas assez d'entrer en contact et de discuter, avec des personnes qui vont être différentes de nous et qui vont nous apporter un éclairage, et que c'est sûr que on peut se mettre aussi à la place d'un manager qui, ça peut rendre insecure, hein, de voir des personnes se développer. En vrai, on devrait pas. Donc c'est un travail, que les gens doivent faire sur Ouais. eux et de comprendre que, au contraire, en fait, quand on est manager, il y a des managers qui écoutent. En fait, si les personnes qu'on manage sont visibles, ça nous rend visibles. Là, justement, on peut revenir, c'est comment éviter le bullshit. Parce que, voilà, maintenant, en vrai, sur LinkedIn, les gens qui font des posts, la bullshit, ça fonctionne plus. Et puis, en plus, LinkedIn a changé son algorithme pour que ça soit plutôt le contenu d'expertise qui soit valorisé. Donc nous, on n'est pas du tout contre à ce que les candidats utilisent l'IA générative, et je dirais même au contraire que ceux qui sont contre, c'est un red flag pour nous. Oui, oui, complètement. Après, il faut se le dire, hein. Celui qui dit qu'il n'utilise pas l'IA générative pour faire quoi que ce soit aujourd'hui, franchement, c'est bullshit, hein. Donc, arrêtez de nous faire croire que vous n'utilisez pour rien l'IA générative. Je connais même des personnes là, récemment, ils préparaient leur entretien annuel d'évaluation avec leur manager. Ils utilisent ChatGPT. Il n'y a aucun mal. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la chaîne de Unbullshit, la chaîne qui va mettre un terme au bullshit en informatique. Et aujourd'hui, numéro spécial, où on va adresser deux sujets qui ne sont pas techniques, fonctionnels ou des concepts informatiques purs. On va parler aujourd'hui du rayonnement et du recrutement en entreprise. Et pour nous aider à simplifier tout ça, j'ai l'honneur d'accueillir aujourd'hui Vanessa Perilla. Bonjour Vanessa et bienvenue dans la chaîne. Bonjour, Rafik, enchantée et ravie d'être ici. Très bien, moi aussi, je suis très ravi de t'accueillir. Merci d'avoir accepté ce challenge qui n'est pas aussi simple que tout le monde le pense. Donc, je te laisse te présenter, Vanessa, et après, on attaque. Ok, super. Moi, je m'appelle donc Vanessa. Je travaille pour une société de conseil, une ESN qui s'appelle Sphère. Voilà, spécialisée dans tout ce qui est développement applicatif, cloud et data. Du coup, sur les 1000 salariés, 900 sont des développeurs, développeuses, tech lead, architectes. Et j'ai plusieurs casquettes. Donc, j'ai un rôle de coordination des équipes recrutement. Je représente le recrutement au sein du comité de détection. Également, je travaille sur un sujet qui s'appelle Sphère AI. C'est comment utiliser, adopter l'IA générative dans toutes les fonctions de l'entreprise pour du coup améliorer notre productivité, qualité, etc. Et également, j'ai été speaker dans des conférences tech sur comment rayonner en interne de l'entreprise ou en externe, parce que je fais pas mal de justement de ce qu'on appelle le personal branding. Très bien, merci pour la présentation, Vanessa. Moi, j'ai assisté à une de tes conférences au Vox de Luxembourg. D'ailleurs, c'est là où on a fait un peu plus ample connaissance. Et je vous la conseille, la conférence, allez regarder. C'était sur comment rayonner en interne. Aujourd'hui, on va aborder le sujet, pas aussi en détail que durant la conférence. Donc, vous trouverez tout le lien, les liens utiles, le profil LinkedIn de Vanessa pour la suivre, sur son actualité, les liens de ses conférences. Donc allez checker, allez regarder, c'est hyper intéressant, vous allez apprendre pas mal de choses. On va attaquer. Allez, c'est parti. C'est parti pour ce numéro du jour. La première partie, on va aborder le rayonnement interne.
Et c'est-à-dire comment, en étant collaborateur dans une entreprise, moi j'aime bien dire collaborateur, pas salarié, voilà. Donc on collabore dans une entreprise. Et la première question que j'ai envie de poser, Vanessa, c'est quelles sont les clés pour bien rayonner en interne? En vrai, souvent, on a souvent le nez dans le guidon quand on est au travail. On a beaucoup de choses, à faire, de l'opérationnel et finalement, on se rend pas compte qu'une partie de notre travail, ça doit être de nous rendre visibles. C'est pas, une option, ça fait partie, du travail. Alors, j'ai le co-CEO de ma boîte qui a fait qui s'appelle Didier Girard, qui a fait un PhD en machine learning, m'avait donné, l'idée, il m'a dit: «C'est comme dans le monde de la recherche». Dans le monde de la recherche, faire des publications, c'est primordial parce que du coup, tu vas avoir des chercheurs dans le monde entier qui ont cherché des choses. S'ils font pas des publications dans des magazines et cetera, finalement, personne ne le sait, ça fait pas avancer la science. Bah, typiquement, il faut se dire aussi un peu la même chose en entreprise. C'est-à-dire que certes, c'est bien aussi pour se promouvoir, mais promouvoir son travail et montrer ce que l'on fait, ça peut permettre de faire améliorer les sujets, de te mettre en relation avec d'autres personnes, etc. et même de faire améliorer l'entreprise. Donc, du coup, voilà. Donc, je dirais que ce qui est important, dans le rayonnement interne, c'est de se rendre visible. C'est parce que voilà, si tu ne communiques pas, tu n'existes pas et c'est ce qu'on aborde dans la conférence. C'est aussi, de se placer du côté de l'initiative, c'est-à-dire c'est de pas attendre que son boss, nous rende visibles ou nous donne des promotions et cetera. Parce qu'en fait, ben, même notre boss a beaucoup de problématiques à faire. Donc c'est de se placer du côté de l'action en se disant: «Bon, il faut que je sois maître de ma carrière. Je réfléchis à, ce sur quoi j'ai envie de m'améliorer. Est-ce que j'ai envie de devenir manager, d'acquérir une nouvelle compétence, au contraire enfin voilà, il faut un peu réfléchir à ses objectifs professionnels et ensuite derrière de mettre en place un plan d'action, par rapport à ça. Donc voilà, on parle de tout ce qui est prise d'initiative et également, de constituer un réseau, professionnel solide. Parce que souvent, on se rend pas compte, mais l'entreprise, c'est pas qu'un pourvoyeur de salaire, c'est aussi, un moyen d'être en contact avec des personnes passionnantes dans son service, mais en dehors de son service, dans d'autres métiers et on profite souvent pas assez d'entrer en contact et de discuter, avec des personnes qui vont être différentes de nous et qui vont nous apporter un éclairage et cetera. Voilà. Ouais, c'est important de rayonner en interne à son niveau, on va dire. Et et est-ce que, parce que moi je vois beaucoup de gens qui se disent, par rapport à ce que tu mentionnes, Vanessa, et qui disent, «Ouais, mais c'est pas important, je préfère rester dans ma zone de confort et ne pas forcément rayonner». Donc là, on est en train de dire que c'est important de rayonner, même, en se rendant visible dans une entreprise. C'est important aujourd'hui pour l'évolution d'une carrière. Oui, voilà. Après, si son objectif, c'est que voilà, vraiment, enfin, on a aussi des périodes de notre vie, par exemple, ben, on a nos enfants, et cetera. Donc on n'a pas, par exemple, spécialement envie, donc c'est peut-être moins important, voilà. Néanmoins, je dirais même qu'on passe quand même beaucoup de temps au travail. Donc rayonner en interne, c'est pas forcément, pour avoir une progression, mais ça peut aussi être pour rencontrer des gens intéressants, pour, acquérir une nouvelle compétence, pour en fait rendre son job intéressant. Donc il faut pas le voir que, ça veut pas dire qu'on a les dents qui rayent le parquet quand on veut rayonner en interne. Ça peut être animer une communauté, c'est aussi fait pour finalement rendre notre job passionnant, hem, plus que d'être uniquement sur ses tâches Oui, quotidiennes. donc parce que il y en a beaucoup qui le prennent aussi, qui se disent: Moi je rayonne pour progresser dans les échelons». Et là, on est en train de dire que pas forcément. On peut rayonner pour se faire plaisir, pour se créer un réseau et pour, avancer autrement dans sa carrière. C'est ça? Oui, mais de toute OK. façon aujourd'hui, avancer dans sa carrière, voilà, ce n'est pas uniquement, gravir des échelons. Déjà, il y a des personnes qui ont pas envie, de ça. Par contre, aujourd'hui, on le voit aussi dans la tech,
Nous, chez Sphere, on a mis en place des career paths où on peut soit effectivement avoir un career path où on va avoir des niveaux managériaux, mais on a un career path de contributeur individuel où là, ben, des fois, on a envie de progresser dans sa carrière au niveau salarial ou autre, mais pas forcément de gérer des gens, c'est pas notre truc. Par contre, d'être très très fort dans un domaine d'expertise en particulier. Donc, il y a aujourd'hui, c'est beaucoup plus ouvert qu'avant. En plus, voilà, il y a pas mal d'entreprises où il y a des hiérarchies plutôt plates dans la tech, etc. Donc, il y a de multiples manières en fait de pouvoir s'accomplir dans notre job, autre que uniquement gravir des échelons. Oui, totalement clair, Vanessa et limpide. Maintenant, les moyens qu'on peut avoir pour, rayonner en interne. Là, tu as, mentionné tout à l'heure animer une communauté, se faire un réseau, c'est-à-dire faire des connaissances, échanger sur des choses, peut-être en one to one. Ça, je sais que ça existe. Moi, je l'ai fait, personnellement. On faisait des one to one avec, directement avec des gens que je ne connaissais pas forcément et pour apprendre chacun, à l'autre son métier. Est-ce qu'il y a d'autres tips, d'autres moyens? Là, tu as cité ce que vous faites chez Sphere. Est-ce qu'il y a d'autres, moyens, Vanessa, ou c'est, assez complet? Alors, je dirais que, bah, pour se mettre en interne pour se mettre en avant déjà, c'est important de reporter régulièrement à son chef ce qu'on fait. Parce que souvent, on s'en rend pas compte, et puis mais on est le seul à savoir ce qu'on fait réellement. Donc du coup, quand on a des points réguliers d'expliquer ce sur quoi on travaille et cetera, déjà ça permet de donner une visibilité, de faire une prise de conscience. Ensuite, on peut utiliser des fois dans les entreprises, il y a des réseaux internes. Tu vois, des workplaces. Là, on va nous mettre en place un nouvel outil qui s'appelle Mango, qui est en fait comme un réseau social interne, ou les Slack, et cetera. Donc aussi de mettre en avant les sujets sur lesquels on travaille, de dire d'ailleurs s'il y a des personnes que ça intéresse, et cetera. Donc ça, on peut aussi le faire. Par exemple, ben moi, quand j'ai fait cette conférence promouvoir son travail en interne, je l'ai fait en interne. C'est-à-dire que j'ai proposé un slot de 45 minutes pour faire ce talk et je l'ai déjà fait auprès d'une communauté de femmes. Après, je l'avais ouvert à toute l'entreprise, ben, pour, justement partager, mon savoir sur ce domaine-là et donner, à des idées à d'autres personnes, qui auraient envie de le faire. Puis après, je me suis dit, ben, comme j'ai construit cette chose-là, bah, aussi, je vais le faire en externe. Du coup, ça m'a permis, de présenter des CFP, et d'être prise dans des conférences. En fait, quand on fait du travail entre guillemets qui sort un peu de notre travail quotidien, réfléchissons à un maximum de moyens de le faire savoir. Donc du coup, bah, j'ai fait 4-5 conférences. Bah, ça m'a permis de te rencontrer toi, par exemple. Bah, aujourd'hui, tu m'invites sur ta chaîne YouTube. M'a permis de rencontrer, aussi des personnes dans le recrutement, mes pairs et avec qui on se voit maintenant souvent et on échange sur d'autres sujets. Du coup, après, je me suis dit: «Bah, tiens, je peux aussi faire des posts LinkedIn pour parler de ce sujet-là». Donc je me suis aussi donné une visibilité sur LinkedIn. Après, je me dis: «Ah tiens, je peux écrire aussi, des articles sur des blogs». Donc il y a voilà, donc ça, après, c'est le rayonnement externe, mais On va aborder un peu. l'idée, c'est de se dire qu'on soit en rayonnement interne ou externe, quand on a un sujet qui nous plaît, donc déjà, il faut prendre des sujets qui nous plaisent et qu'on a envie de développer, parce que du coup, on est toujours meilleur dans les sujets qui nous intéressent. Profitons-en pour réfléchir à plein de manières de pouvoir, en fait, utiliser ce qu'on a fait. Voilà, une autre manière aussi de rayonner en interne, c'est d'investir sur soi, donc de voir en interne les formations qu'on peut faire, de pouvoir aussi assister à des conférences, d'investir en fait sur sa formation et après ça peut être des petites choses que de proposer à quelqu'un, d'aller déjeuner, en interne, de de faire une prise de parole, de dire: «Bah, tiens, là, au sein de l'équipe, je vais parler de tel sujet». Ça peut être aussi d'entendre quand il y a des projets un peu transverses qui se créent, de dire: «Bah, moi, j'ai envie, d'y participer».
Parce que si on dit on ne voit de loin, que les cathédrales, donc s'il y a un peu des projets stratégiques en interne qui se montent, de se dire: «Bah tiens, d'y participer, ça vous donnera aussi une visibilité». Ouais, ouais, complètement. Je crois que tu as donné, pas mal de tips, assez complets. Donc, si on doit résumer, même si c'est compliqué, il faut aller vers les autres, en interne, aller vers les autres, faire connaissance, développer, c'est-à-dire apprendre de l'autre aussi. Moi, ce que je conseille aussi, en complément, c'est ne pas se renfermer que son domaine. Par exemple, on a toujours lancé des initiatives, moi le premier, des initiatives d'IT pour tous, d'où la chaîne. Mais IT pour tous, c'est-à-dire expliquer l'informatique simplement pour tout le monde. Bon, il y a la chaîne aujourd'hui, mais dans un contexte entreprise, on peut avoir aussi des événements où on invite des gens du métier, des stakeholders, du business et même des clients pour comprendre ce qu'on fait en informatique, tout ça très simplement. Il faut pas rentrer dans les détails, bien sûr, et ça permet d'avoir une certaine visibilité. Et les gens vont se dire que il faut aimer. Tu l'as bien dit. Il faut aimer ce qu'on fait parce que voilà, si on fait quelque chose qu'on n'aime pas, ça sera pas bien fait. Donc connaissance et après petit à petit aller vers l'extérieur. On va aborder quelques astuces pour l'externe. Euh, mais avant d'aller sur le rayonnement externe plus en détail, Vanessa, moi j'ai une question qui fâche. Euh, Aujourd'hui, et je pense que ça existe de plus en plus, c'est que quand on a dit, tout à l'heure tu as dit, il faut reporter à son chef, à son manager, ça c'est dans tact. C'est, ouais, on est là pour reporter, pour suivi de carrière et tout et tout. Mais dans certains cas, on se retrouve avec des managers qui, quand un collaborateur commence à briller, à rayonner, bah, il y a un manager derrière, au-dessus, qui essaie d'éteindre tout ça. Parce qu'il a peur qu'il le dépasse, qu'il surrayonne, qu'il soit plus visible que lui, et on rentre dans la toxicité, j'ai envie de dire. Euh, Comment éviter de tomber, déjà de tomber dans ce piège, et comment le signaler et l'éviter ou s'en sortir? Alors déjà, si on fait les 2 cas, c'est sûr que on peut se mettre aussi à la place d'un manager qui, ça peut rendre insecure, hein, de voir des personnes se développer. En vrai, on devrait pas. Donc c'est un travail, que les gens doivent faire sur eux et de comprendre que, au contraire, en fait, quand on est manager, il y a des managers qui écoutent. En fait, si les personnes qu'on manage sont visibles, ça nous rend visibles. Donc voilà, c'est à la place de c'est-à-dire que ça permet de nous faire rayonner. On va se dire: «Ah bah tiens, tu as vu Rafik, il est dans l'équipe d'un tel, il a fait un super talk», donc en vrai, il faut pas avoir peur de ça, autre parce que c'est l'inverse. C'est que quand nos équipes sont performantes et qu'elles se rendent visibles et qu'elles font du bon boulot, et ben, inconsciemment, on va se dire: «C'est aussi le grâce au manager qui a permis de se développer». Bon, voilà. Ceci dit, il y a plein de managers effectivement qui n'ont peut-être pas assez confiance en eux pour, réussir ça et donc quels sont les red flags déjà qu'on peut, voir pour, se dire: «Tiens, peut-être que mon manager est toxique». Déjà, si on a un manager qui va se focaliser sur, l'individualisme, en essayant de mettre en concurrence, par exemple, les personnes de son équipe. Ça peut être un red flag. Parce qu'un voilà, un manager, un bon manager ne fait jamais ça. S'il essaye de mettre aussi une concurrence malsaine entre les personnes de l'équipe. Si également vous êtes dans une équipe où il y a vraiment une ambiance, une mauvaise ambiance, négative, hem, hem, qui en fait, ça peut être également un red flag. En revanche, les points positifs que vous pouvez voir, c'est, si vous avez un manager qui est très transparent, qui en fait va mettre en place une culture positive ou qui également va chercher à reconnaître, mettre en avant les personnes, et qui va donner de la reconnaissance. Donc ça, voilà, ça, il vaut mieux chercher ça. Et finalement, je dirais qu'en vrai, si vous avez un manager, toxique, il vaut mieux, commencer à réfléchir à un moment donné de changer d'équipe.
parce que c'est pas un manager qui va vous permettre de vous épanouir et de vous développer. Donc après, voilà, si c'est une personne qui comprend pas ça, que rayonner, en fait, ça le fait rayonner lui-même, eh bien, petit à petit, il faut peut-être se dire: «Bon, bah, à un moment donné, si je veux vraiment me développer, il vaut peut-être mieux que je change d'équipe ou d'entreprise», d'ailleurs. Oui et ça c'est, ouais, tu l'as bien dit, parce que j'allais le rappeler, c'est changer d'entreprise. Il faut pas hésiter à se dire: «On change d'entreprise». Il y a des managers bienveillants, qui font rayonner même, qui aident leurs collaborateurs, leurs équipes à rayonner. Donc ça existe. Donc il faut pas avoir peur de se dire: «Bon, j'ai tout tenté, j'ai essayé d'en parler, ça n'a rien fait, donc il vaut mieux que je change pour continuer ma route». Ça, c'est très important à savoir. Parce Moi, qu'on par peut exemple, là, il y a un responsable recrutement chez Sphère qui est pas trop visible. Il me dit: «Ah, j'aimerais bien faire des confs et tout». Donc je l'ai aidé à essayer voilà, de lui donner des clés. Et puis même, je lui ai dit: «Bah, écoute, parce que c'est compliqué, en fait, quand tu réponds à des CFP, il y a que 10% des candidatures qui sont prises». Et donc je lui ai proposé que sur, 2 événements, on propose un sujet ensemble, en me disant: «Comme moi, j'ai déjà plus de personal branding, on sera peut-être plus pris». Et du coup, bah, lui, ça lui permettra, d'avoir une première expérience, et aussi ça sera peut-être moins, intimidant de faire la conférence à 2, et cetera. Et moi, enfin voilà, c'est super. Moi, s'il y a des gens dans le recrutement chez Sphère qui veulent se rendre visibles, c'est tout bénef, parce que ça veut dire que l'entreprise, elle est dynamique, et cetera. Et donc, c'est parce que toi, du coup, Rafik, tu déjà eu, ça t'est déjà arrivé d'avoir un manager qui... non, pas moi, directement, mais je l'ai vu. Je l'ai constaté, vu, donc et les personnes, au lieu de changer, parce qu'ils avaient peur du changement, elles se plaignaient tous les jours dans leur coin, voilà, en fait, elles rentraient chez elles le soir et ça réfléchissait, ça impactait l'aspect personnel, familial, la vie de famille avec les enfants et tout. C'est pour ça que je dis que quand et les personnes dans une, j'ai su récemment qu'il a démissionné de l'entreprise pour aller ailleurs et il est épanoui. Parce qu'il est tombé avec les bonnes personnes, donc j'étais content pour cette personne. Maintenant, c'est pour ça que je dis, il faut pas hésiter à changer. En fait, il faut se le dire, on peut pas lutter contre un système. Donc, si un manager il est renforcé et encouragé, et dans la chaîne, on est là pour dire les choses, hein, il est encouragé et soutenu par un système, on peut pas lutter contre un système. Donc le seul moyen, il y a 3 milliards d'entreprises qui existent dans le monde. Enfin, j'abuse peut-être, mais mais il faut pas hésiter à changer. Voilà. Et il faut pas hésiter à changer. Et comme tu dis, Vanessa, à proposer, et pour les managers aussi, à se dire, à tendre la main pour faire tirer. Parce qu'il faut pas être en mode boss, mais plus leader. Ça, c'est important de le rappeler aussi. Tout le monde y gagne, hein, tout le monde y gagne, hein. Moi, j'ai fait aussi, comme toi, de l'encadrement, du mentoring et tout. Franchement, même pour celui qui encadre, qui mentor, bah, il y gagne parce que il y a une confiance qui continue à se confirmer, des connaissances. Parce que quand on encadre quelqu'un, il va forcément vous apprendre des choses. Parce que vous allez l'encadrer sur un sujet que vous connaissez pas peut-être, donc il va vous apprendre des choses aussi. Donc c'est comme tu l'as très bien dit, c'est tout bénef pour tout le monde. Ça, il faut bien le savoir. Très bien, Vanessa. Bah, ça c'était, on va dire, on a parlé du rayonnement interne, un peu du rayonnement externe. Maintenant, par rapport au rayonnement externe, voilà, qu'on connaît tous les deux très très bien. À quel moment on sait qu'on doit aller rayonner à l'externe, même si tu as donné quelques indications tout à l'heure. À quel moment je dois me dire que je dois rayonner à l'externe? Pour moi, c'est quand on a acquis une certaine expertise dans son domaine. Parce que voilà, nous, dans nos réseaux, professionnels ou autres, sur LinkedIn aujourd'hui, ce qui est de plus en plus valorisé, c'est l'expertise. Donc, à partir du moment où on a vraiment le sentiment qu'on a, acquis une expertise, quand aussi on a des retours concrets d'expériences concrets à partager,
Et finalement, quand on se sent aussi légitime sur un sujet spécifique, on peut se dire, bah tiens, voilà, là, j'aimerais bien, je me sens légitime pour parler de ça. Donc, par exemple, moi, ça a été d'abord sur le recrutement. J'ai écrit un livre blanc. À un moment donné, je me suis dit, bah là, j'ai une expérience, donc j'ai réfléchi à plein de choses. Et après, typiquement, j'ai parlé sur ce fait de rayonner en interne, en externe. En fait, c'était pas ma compétence initiale. Mais il y a quelqu'un dans mon entreprise qui s'appelle Rosalie qui montait un programme de Women Empowerment et elle m'a dit: «Ah, s'il te plaît, est-ce que tu pourrais communiquer là-dessus?» Et moi, je me demandais pourquoi. Ben, c'est parce que je pense qu'elle devait trouver que, voilà, je faisais plein de choses en interne qui me rendaient visible. Mais moi, je m'en rendais même pas compte. C'est parce qu'aussi j'ai un background qui vient du marketing communication. Donc, sans faire exprès, alors que c'était pas ma compétence première, ben, je faisais pas mal de choses pour parler de ce sur quoi je travaillais. Donc finalement, comme quelque part j'avais un peu réussi à me rendre visible en interne et à me rendre visible en externe, les gens autour de moi m'ont vue légitime pour parler de ce sujet-là. Moi-même, je le voyais pas au début. Finalement, je me dis: «Bah ouais, c'est vrai, j'ai des choses à raconter». Alors ceci dit, quand elle m'a demandé d'en parler, je suis allée lire des bouquins sur le sujet pour, du coup aussi développer cette expertise. Donc voilà. Et ensuite quand, moi ce que je conseille, c'est de d'abord le tester en interne avant d'aller s'exposer en externe. Typiquement, moi, à chaque fois que j'ai fait, des choses, ben, je vais commencer, dans l'entreprise à dire: «Bah tiens, je vais le faire sur, ben, là, on est une vingtaine de recruteurs, je vais vous faire un learn and share». Donc je vais parler, d'un sujet ou bien, parce qu'en vrai, en interne, on n'a pas un enjeu énorme. On est avec nos collègues, nous, on est dans une entreprise, très, test and learn, donc même si on fait un truc que ça marche pas, c'est pas grave. Donc on est dans un terrain interne, très bienveillant, où on peut tester des choses et ensuite du coup, moi ça m'a mis le pied à l'étrier pour dire: «Bon bah allez maintenant je vais essayer d'aller le faire en externe». Oui, Et et du coup en externe, bah, vous avez plusieurs, canaux pour le faire. Vous pouvez déjà tout simplement commencer par faire des publications LinkedIn ou rédiger des articles sur des blogs techniques. Parce que pareil, vous prenez pas un énorme, voilà, vous faites un post LinkedIn, le pire des cas, c'est que le post ne marche pas. Bref, on s'en fiche. Ensuite, vous pouvez, participer à des communautés, vous mettre dans certains meet-up pour pouvoir, parler de cette expertise. Après, vous pouvez, ben, faire des conférences, et vous pouvez finalement, faire des interventions dans des écoles également ou faire, des formations. Donc il y a différentes manières après dans laquelle, vous pouvez, exprimer ça. oui, complètement. On partagera d'ailleurs, les liens des call for paper parce que pour pousser aux conférences, on passe par des call for paper, donc des candidatures de talk et on mettra dans la description, vous allez retrouver, l'ensemble des, sites connus, Conference Hall, Sessionize, voilà, les sites pour les DevOps et tout. Ça c'est, et ce que je dirais aussi, Vanessa, par rapport aux conférences, comme tu le précises, c'est peut-être quand on commencer par des petites conférences ou des meet-up, comme tu disais, c'est-à-dire aller voir et ensuite candidater pour animer. Ça, ça marche très bien dans les petites conférences. Et généralement, il y a des conférences maintenant où je sais où ils font des tremplins. Donc, ils prennent des gens qui n'ont jamais fait de conférence, ils les coachent. Voilà. Donc, il y a Craft Records de Julien Topsu, par exemple, qui le fait. Et cette année, par exemple, je vais encadrer des gens qui vont être candidats pour être dans un tremplin pour une conférence dédiée. Et ça, c'est hyper chouette. Donc, il y a des gens aujourd'hui qui dédient leur temps libre à faire ça. Et c'est totalement gratuit, en fait. Et je Claire, trouve, donc, s'il y a des gens qui nous écoutent et qui sont intéressés, toi, tu l'as fait ça, ou tu avais jamais fait de conf et après tu as commencé à être pris. Donc typiquement, faut qu'ils te contactent et toi, tu vas oui, pouvoir aussi leur donner plein de tips, pour carrément, oui. Mmh. Oui, carrément. Donc, ça, il faut pas hésiter. Donc, dans les commentaires ou directement vers LinkedIn, il faut pas hésiter parce que revoir un abstract, ça prend pas beaucoup de temps.
avec l'expérience, il y a énormément de tips aussi qu'on acquiert et qu'on peut conseiller et mettre en place. Et après, sur le speech, sur le talk, voilà, toujours commencer par des lunch talk, des 15 minutes, 20 minutes avant d'aller sur des conférences. Où là, comme tu le disais, il faut vraiment être expert de son domaine. Parce que voilà, il y a une audience, il y a des questions, c'est tout un, j'ai pas envie de dire c'est tout un art, mais c'est tout un déroulé. Donc, il faut commencer petit et voir grand plus tard. Euh, et tu as dit aussi tu as mentionné LinkedIn, Vanessa. Ça, c'est hyper important aussi. Ça, c'est même des posts qui marchent pas, c'est pas grave. Partagez. Parce que après il y a des tips qui permettent de mettre en visu des articles LinkedIn, mais un article qui ramène de la valeur, qui fait apprendre des choses au lecteur, il fonctionnera. Donc si vous ramenez dans un article quelque chose qu'on apprend, pas juste des choses bullshit, voilà, genre reprendre des infos qu'on a déjà vues, ça va passer à la trappe, mais des choses qu'on va apprendre, des nouveautés, ça va forcément fonctionner et je suis sûr et certain que chacun de nous sur cette terre a des choses à faire apprendre aux autres. Donc, Et ça, justement, peut revenir, c'est comment éviter le bullshit. Parce que, oui, voilà, maintenant, en vrai, sur LinkedIn, les gens qui font des posts, la bullshit, ça fonctionne plus. Et puis, en plus, LinkedIn a changé son algorithme pour que ça soit plutôt le contenu d'expertise qui soit valorisé. Donc, ben, pour éviter de tomber dans le bullshit, l'idée, voilà, c'est déjà d'être authentique. Voilà, de pas le faire dans un objectif de être visible, mais de le faire de manière authentique pour partager son savoir. Également, d'avoir une maîtrise réelle sur le sujet et de donner des exemples concrets. Ça évite aussi de tomber dans le bullshit. De savoir aussi être transparent sur les échecs, sur ce qu'on n'a pas réussi à faire. D'avoir l'humilité aussi de dire je ne sais pas. Aussi, plutôt que de faire de la quantité, de faire de la qualité. Euh, et, euh, et après, d'avoir une certaine voilà une cohérence. C'est-à-dire que si on fait des posts et qu'on dit certaines choses, ben de vraiment le faire dans la vie réelle. oui, ouais, complètement en phase. C'est surtout là où je te rejoins complètement aussi, c'est la partie humilité. Ne pas, voilà, s'il y a des échecs, vous avez testé quelque chose, c'est dur, vous n'avez pas réussi, faites-le savoir. Il y a des gens qui vont vous aider. Donc, et là, vous remonterez niveau publication parce que il y aura des gens qui seront dans le même cas que vous et niveau impression, ça va augmenter parce qu'il sera plus visible et ainsi de suite. Donc ça, c'est important de le mentionner également. On mettra tous les liens, comme je disais, qui vont permettre aussi de découvrir pour celles et ceux qui veulent aller vers ce métier, j'ai envie de dire, de conférencier, parce que ça prend du temps. Ça prend du temps. Et aussi, et on a beaucoup qui disent, quand j'entends dire, je n'ai pas le temps pour aller rayonner à l'externe, et ils ont une grosse expertise à faire valoir. Déjà, avant de donner mon point de vue, tu en penses quoi, Vanessa, de ce point de vue? Comment on doit faire coller ça à son entreprise? C'est vrai que on va pas se mentir, c'est quand même dur. Parce que si moi je regarde concrètement, ah, ouais, moi je suis dans une entreprise qui valorise énormément les personnes qui sont speakers, etc. Donc ça, même alors que ça fait vraiment partie de la culture d'entreprise, bah, malgré tout, euh, il faut que je fasse la base de mon travail avant tout parce que c'est là-dessus qu'on est jugé, c'est sur son travail. Donc moi, je vais pas mentir, ça m'est souvent arrivé de préparer mes confs le week-end ou ce genre de choses. Donc moi, je vais te donner une piste, c'est que aujourd'hui, des fois, avec l'IA générative, on peut faire des choses plus vite. Eh bien, du coup, essayons de faire des choses plus vite pour se réussir à se choper 1 heure par jour idéalement pour faire de la veille, écrire une conf, faire sa communication, rayonner. Parce que
moi, j'anime beaucoup de sujets là sur l'idée de l'IA générative et vous dans les métiers du dev, je veux dire, ça peut vraiment, vraiment aider, etc. Donc, j'ai échangé avec une jeune femme qui disait, bah ouais, mais moi, il y en a marre. Moi, c'est toujours la fuite à toujours plus de productivité, etc., etc. Je dis, mais écoute, non, à la limite, voilà, on te donne des choses à faire. Tu as fait ton dev de la journée, tu as fait tes tickets, enfin moi c'est pas mon métier, mais je sais pas, voilà comment ça Oui, fonctionne. Bah du coup, tu l'as fait plus vite, plutôt que d'aller le dire et de tout de suite de devoir faire encore plus. Prends-toi ce temps pour toi, pour te développer, pour te former, pour rayonner. Et donc ça pourrait être une manière de voir les choses. oui, oui, complètement, ouais. Et donc il y a ça et en même temps aussi, il faut accepter de prendre sur du temps personnel. Parce que même si la boîte, elle accepte, moi aussi, mon employeur aujourd'hui, voilà, il encourage le rayonnement externe, mais je prends aussi c'est parce que on peut pas dire voilà, je prends une semaine dans une semaine complète pour préparer ma conf. Parce que comme tu l'as dit, on a un métier de base, il faut assurer aussi les priorités de son métier de base. Mais la question de dire j'ai pas le temps, c'est juste une question, et tu l'as très bien dit, de repriorisation et de planification de son timing. C'est-à-dire, je priorise 1 heure par jour à faire ça. Et ça va forcément fonctionner avec les bons outils. Moi, je sais plus, c'est mon conjoint, mon mec, un jour, il m'a dit, mais arrête, t'es là dans l'opérationnel à vouloir produire toujours plus, plus. Il me dit, mais attends, si tu passais 1 heure par jour plutôt à réfléchir, à prendre du recul, à te rendre visible, ta carrière, elle serait beaucoup plus comme ça que d'avoir fait 4 recrutements de plus pour faire plaisir à ta hiérarchie. Ouais, complètement. En fait, il y a vraiment une notion à un moment donné de se remettre soi au centre et de réaliser que certes, on doit remplir les objectifs de l'entreprise, mais que voilà, c'est pas parce qu'on est le parfait élève qui a fait tout bien que c'est ce qui va nous permettre de d'être épanoui et de progresser, mais ça va être plus finalement cette heure qu'on aura réussi à trouver ou ces demi-heures ou ces 2 heures par semaine où finalement on se sera dit: «Bah, écoute, là, c'est pas grave. Bah, je vais faire ça en moins. Moi, je vais faire des recrutements en moins, mais au moins, je vais donner plus de sens à mon travail». Bah, c'est noté, Vanessa, et j'espère que celles et ceux qui nous écoutent vont bien noter ça parce que c'est une des clés, oui, une grosse clé même pour avancer dans le rayonnement externe. Et là, sans faire exprès, hein, on a une transition sur les candidatures et recrutements. Maintenant, on va être dans un cadre où on va plus être au sein de l'entreprise, mais à l'extérieur de l'entreprise qu'on va vouloir accéder, par exemple. Donc, par rapport aux candidatures, Vanessa, parce que tu as une grosse expérience aussi de ce côté-là. Aujourd'hui, moi, je vois beaucoup de personnes. Ça m'est arrivé aussi durant ma carrière de se dire pour quel poste je dois postuler. C'est-à-dire, je suis là, je fais ma carrière, et à un moment donné, je veux changer d'horizon, je veux aller dans une autre boîte. Comment je peux savoir à quel est le poste idéal pour moi pour candidater? Donc on va parler de ça et aussi, je voudrais partager mon expérience parce que j'utilise l'IA générative maintenant pour ça. Donc typiquement, voilà, moi, comme je suis dans le recrutement, il y a souvent des personnes qui viennent me voir en disant: «Bah, j'arrive pas à trouver un job». Alors, en général, dans la tech, c'est pas trop le cas, mais donc dans des secteurs, divers et variés et donc en fait, moi, voilà, j'ai du réseau, par exemple, dans la tech, mais l'autre fois, j'avais une fille qui venait de finir ses études de psychologue du travail. J'ai pas forcément du réseau là-dedans, mais je me suis dit: «Tiens, on va aller essayer d'utiliser l'IA générative» et je lui ai montré un certain nombre de choses. Et 3 semaines plus tard, alors que ça faisait 1 an qu'elle galérait, qu'elle trouvait pas, elle m'a dit: «Vanessa, avec ce que tu m'as montré, j'ai eu 3 propositions d'embauche et là, je pars en Guyane, faire le job de mes rêves». Donc Jeunesse, ouais.
là, je me suis dit c'est pour ça d'ailleurs que c'est un talk, là, j'ai proposé ça en sujet avec, le responsable, recrutement, de mon entreprise, à Voxday Luxembourg. Donc après on verra si on est pris, ou pas. Je me suis dit, il y a quelque chose à faire par rapport à un sujet comme ça. Donc, déjà, je vais juste dire brièvement. Donc, Welcome to the Jungle a développé, comme vous le savez, dans ChatGPT, même le ChatGPT version gratuite, maintenant il y a des GPTs. Les GPT, ce sont des agents qui ont été programmés pour faire certaines tâches. Donc, tu as des GPTs pour plein de choses. Il y en a un pour, bah voilà, si tu dois faire des photos, un autre si je ne sais quoi, etc. Donc c'est pas très développé peut-être pour la tech. En tout cas, je sais déjà que Welcome to the Jungle a développé un GPTs que je n'ai pas encore testé. Mais moi, je pense que ce que j'avais fait, ça devait être la même chose. Donc déjà, vous pouvez dire à ChatGPT, mais même essayez-le dans cet assistant-là qui doit être bien paramétré, de dire voilà mon CV, voilà mon profil LinkedIn que vous exportez en PDF. Quelles sont mes compétences? Faire un bilan de quelles sont mes compétences, mes réalisations et qu'est-ce qui, selon toi, ressort de manière forte dans mon parcours. Donc voilà, donc soit vous pouvez vous le faire vous déjà à titre personnel, mais vous pouvez aussi vous aider d'outils comme ça. Moi, je l'ai fait avec mon CV, c'était génial. Ça me dit: «Ah, vous êtes super forte là-dedans, là-dedans, là-dedans». Ça permet d'identifier ses points forts tels que ça peut être perçu. Ensuite, identifier ce qui vous passionne vraiment dans votre travail. Parce qu'on le sait, on est meilleur dans ce qu'on aime faire et puis ça va beaucoup plus nous motiver. Vous pouvez aussi vous dire: «Tiens, dans mon travail quotidien, je vais essayer d'analyser les moments où je me sens le plus engagé et performant». Vous pouvez aussi vous poser les bonnes questions. Quels sont mes points forts? Dans quel type d'environnement est-ce que je m'épanouis le plus? Quelles sont mes valeurs non négociables? Quel impact je veux avoir? Vous pouvez aussi échanger avec votre réseau professionnel pour dire: «Tiens, toi qui me connais un peu, à ton avis, comment tu me perçois?» Donc tout ça, c'est en fait essayer de savoir quel est le poste pour lesquels, vous êtes fait. Donc ça c'est une des pistes. Après, donc là, si je vais au bout du truc avec l'IA, donc moi j'avais dit à cette jeune femme, hem, quelle est, enfin, montre-moi une annonce d'emploi, qui te fait kiffer. Donc moi, elle m'avait dit: «Ah bah voilà, j'aimerais pas être psychologue, travailler dans une entreprise, mais plutôt bosser pour une boîte de conseil en RH et cetera, blabla». Donc elle m'avait montré une annonce d'emploi et donc j'avais mis dans ChatGPT: «Voilà, une annonce d'emploi, optimise mon CV pour répondre à cette annonce d'emploi». Et donc là, ça avait complètement transformé son CV déjà, où, typiquement, tout en haut, elle revenait en fait, elle avait fini ses études, elle avait fait 1 an en Australie, donc elle disait: «Oui, je reviens d'1 an en Australie». Parce que nous, les recruteurs, on s'en fiche de ça. En général, on cherche des gens qui répondent à notre annonce, qui correspondent à notre annonce d'emploi. Et donc dans son CV, ça avait parfaitement optimisé son CV avec tous les mots-clés de l'annonce d'emploi et ça avait même, elle avait fait des petits stages, elle avait pas beaucoup d'expérience, mais mis en avant ses stages sous l'angle de l'offre. Et en plus, ce qui était génial, parce que le design de son CV était pas chouette, c'est que dans ChatGPT, à la fin, ça disait: «Bah, désirez-vous que je le formate?» Et là, on pouvait cliquer, ça amenait directement sur Canva et ça faisait un super CV tout Ah ouais, formaté. ouais, 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 ouais. Donc, ce que je dirais, c'est que dans un premier temps, réfléchissez, prenez votre temps pour vous dire: «Qu'est-ce que j'ai envie de faire?» Donc tout ce que je vous ai dit avant. Ensuite, structurez votre approche en disant: «Bah, maintenant, je vais aller regarder des annonces d'emploi qui correspondent à ce que je veux faire. Du coup, j'optimise mon CV et mon profil LinkedIn». Vous pouvez aussi, ben, faire un copier-coller ou mettre votre profil LinkedIn et dire: «Bah, optimise-moi ce profil LinkedIn
pour ce type d'annonce d'emploi. Et ensuite, il faut que vous allez regarder les sites spécialisés tech en fonction de votre secteur. Donc typiquement, par exemple, pour le dev, ça va être LinkedIn, ça peut être Welcome to the Jungle qui est très orienté startup et tech. Vous pouvez y avoir talent.io. Alors, j'ai demandé à l'IA de me sortir des. Vous pouvez demander à l'IA de dire voilà ce que je fais, voilà mon profil, quels sont les sites web spécialisés. Donc, ça m'avait sorti Ouais. les outils, Stack Overflow Jobs, GitHub Jobs, etc. Et ça peut être aussi, si vous êtes en freelance. En gros, utilisez. Donc, c'est ce que j'avais fait avec elle. Elle m'avait dit, voilà une entreprise de conseil en RH qui m'intéresse. Donc, j'avais été dans l'IA. J'avais dit, donne-moi toutes les entreprises identiques qui peuvent être en France. Donc, ça m'avait sorti plein d'autres noms d'entreprises. Vous pouvez utiliser l'IA pour vous aider à faire votre veille, à trouver soit des noms d'entreprises, de sites web spécialisés, de plateformes, etc., en fonction de votre profil. Et puis après, vous mettez des alertes. Vous pouvez, par exemple, sur LinkedIn, maintenant mettre même des alertes par rapport à des entreprises. Avant, c'était plutôt par rapport à des jobs, style je veux être directrice recrutement. Dès qu'il y a une nouvelle annonce, que ça vous envoie de manière hebdomadaire des choses. Maintenant, vous pouvez dire tiens, vous pouvez le faire par entreprise. Voilà les entreprises qui m'intéressent, donc tiens-moi au courant. Parce qu'en fait, le recrutement, c'est aussi à un bon moment. Donc, il faut qu'il y ait l'opportunité qui vous plaise dans l'entreprise. Et ça, faut vous mettre des alertes pour être au courant des nouvelles annonces qui peuvent venir. Ouais, très bien, Vanessa. J'ai, ma voix, elle n'est pas la même que d'habitude, donc les gens l'auront remarqué. J'étais dans un certain stade pour une victoire routinière d'un club. Donc voilà, c'était juste la petite parenthèse. On a promis dans la chaîne, on parle pas sport, politique ou autre chose. Donc merci Vanessa pour les astuces parce que voilà, et tu as très bien répondu parce que il y a la diversité des sites web aujourd'hui de recrutement, on s'y perd. Vraiment, on s'y perd. Il y a aussi donc là, on a bien compris, Welcome to Jungle, c'est une référence. LinkedIn, bien sûr, LinkedIn Jobs et tous les sites à côté. Si vraiment on veut aller scruter de façon plus exhaustive notre recherche. Et, et aussi, Vanessa, par rapport au cabinet de chasseurs de tête et tout, ça, c'est des choses que tu peux conseiller, par exemple? Oui. Alors aussi ne pas négliger le réseau, hein. Donc aller à des événements professionnels, participer à des meet-up, hem, parce que par le biais de la cooptation, de la recommandation, c'est-à-dire que si à un moment donné vous avez envie de changer de job, utilisez votre rayonnement pour le faire savoir. C'est-à-dire après, voilà, c'est des événements, mais il faut en parler, de dire: «Bah, tiens, moi, je suis ça, au cas où, tu vois, je recherche si tu entends parler de quelque chose». Ou si lors d'un événement, je sais pas, vous avez votre rêve, c'est de bosser chez, je ne sais pas, Google, aller dans des meet-up où il y a des gens de Google qui font votre métier, essayer de rentrer en contact même avec eux en disant: «Tiens, moi, je cherche un job». Ça, pour vous, c'est du pain béni, hein. Ça peut marcher énormément d'entrer en contact parce que dans les entreprises, c'est tellement dur de recruter vos métiers pénuriques que il y a des programmes souvent de cooptation. Donc vraiment d'utiliser aussi cette approche directe. Si vous voyez des gens qui vous intéressent, de leur faire savoir. Donc ça évidemment. Et tu as raison, les cabinets de chasse. Donc de trouver aussi des cabinets de chasse spécialisés sur votre domaine. Euh, si vous arrivez à bien à trouver grâce à l'IA les bons cabinets, ensuite sur LinkedIn, il y a des méthodes pas très compliquées que je pourrais montrer, mais comment de dire tiens, dans quel cabinet vous pouvez aller rechercher des personnes, vous entrez en contact et vous envoyez en disant voilà, moi je suis à la recherche d'un boulot dans tel voilà mon profil, voilà mon CV, etc. Ça peut également bien fonctionner. Ou ne serait-ce que de vous regarder tous les messages que vous avez reçus depuis 3 ans parce que vous êtes très sollicité et de reprendre la liste
et pour les boîtes ou les cabinets qui vous intéressent, de dire, bah, maintenant, je suis à l'écoute du marché. Aussi dans LinkedIn, par exemple, moi, je cible des personnes que je mets dans des projets et comme je les ai enregistrées dans des projets, quand les personnes se mettent à l'écoute du marché, je reçois une notification par email. Donc à chaque fois, tous les jours, parce que maintenant, bah, j'ai beaucoup de personnes qui sont dans mes projets. Dès que je reçois une petite notification à l'écoute du marché, j'envoie un petit message en disant: «Bonjour, je vous suis depuis un certain temps, j'ai reçu une notification comme quoi vous seriez à l'écoute, j'ai des choses à vous proposer» et j'envoie mon lien vers mon Calendly pour échanger. Ouais, ça c'est limpide, Vanessa, comme astuce, hein. Donc ça, c'est très bien et et est-ce que Vanessa, pour celles et ceux qui nous écoutent, qui sont en recherche d'opportunités de carrière, ils peuvent te contacter? Oui, alors, moi ce que je recherche, nous on recrute, on est, sur Sphere et We Envision. Donc Sphere, c'est, du développement applicatif, cloud, data sur, les stacks, back. Vous pouvez aller voir, les annonces d'emploi sur Sphere. Sur LinkedIn, vous mettez le mot-clé Sphere ou sur sphere.com, il y a un onglet carrière, vous allez arriver sur toutes nos offres d'emploi. Et n'hésitez pas, si vous voyez quelque chose qui vous intéresse, de me contacter, en direct sur LinkedIn. Bien, bah, c'est noté, Vanessa. Merci beaucoup. Maintenant maintenant, là, l'IA générative, on en a parlé, tu as cité qui voilà, il y a les GPTs. Ça, honnêtement, moi, j'apprends. Je j'avais pas bien suivi tout ça, donc je le note et maintenant là, on s'est mis dans la peau d'un candidat. Maintenant, dans la peau d'un recruteur. C'est que surtout sur l'aspect entretien. Imaginons là, on a dit, on candidate, on a les outils, on est pris pour une offre d'emploi, pour un entretien et derrière, et même si c'est très courant, les entretiens, beaucoup de candidats ne savent pas à un moment donné, comment adresser un entretien, à quoi se préparer et tout. Maintenant, en tant que recruteur candidat, comment on peut réussir, du coup, un entretien? Alors, bah, déjà, il y a quelque chose qui fonctionne très bien, c'est que dans l'IA générative, vous mettez votre CV, votre profil et l'offre d'emploi et vous dites quelles sont, les questions que je vais avoir en entretien. Donc déjà là, ça vous et puis après, vous pouvez même dire: «Qu'est-ce que je devrais répondre?» Heu, et après, l'IA, ça fait 50 du job. C'est juste, ça va vous aiguiller, puis après évidemment, après, vous y Il apportez faut rajouter son voilà, votre propre chose. Vous dites: «Bah, ça, je suis d'accord, ça, je suis pas d'accord». Ça, effectivement, ça fonctionne très bien. Aussi, ce que vous pouvez faire, nous, ce qu'on aime, c'est, des personnes qui se sont allées renseigner sur notre entreprise et sur notre poste, sur le poste qu'on propose. Donc, du coup, ça peut être très intéressant aussi d'utiliser l'IA pour dire: «Ben, voilà, moi, j'ai postulé, je vais avoir un entretien. Donne-moi les informations que je dois savoir sur l'entreprise». Parce que la méthode ancienne, c'est d'aller sur ce site web et d'aller tout regarder, mais la méthode moderne, c'est notamment d'aller sur Perplexity. Donc Perplexity, c'est comme ChatGPT, mais ce qui est génial, c'est que ça te donne tout de suite les sources. Bon, vous pouvez aussi demander à ChatGPT les sources. Mais ça veut donc dire que si vous, voilà, vous dites: «Voilà, je suis un candidat, j'ai postulé là, donne-moi les informations», ça va vous donner plein d'informations sur l'entreprise en fonction de votre job. Après, voilà, voilà, et vous pouvez cliquer, il y a des petits numéros, et ça va vous ramener vers des articles ou des sites web ou autres. Donc ça peut vous permettre, de faire ça. Ensuite, vous pouvez dire à l'IA, bah, par rapport à la job desk, dis-moi, dans mon CV ou dans mon profil, quelles sont des réalisations, concrètes que j'ai pu faire qui va alimenter le moulin. Parce que nous, en tant que recruteurs, on aime bien qu'on nous donne des exemples concrets. Oui, j'ai travaillé là-dessus, j'ai utilisé telle chose et cetera. Et aussi, ce qui peut nous, on adore les candidats qui nous posent des questions. Et donc, vous pouvez aussi demander à l'IA, «Tiens, suggère-moi des questions que je pourrais poser, aux recruteurs». Ça va vous en demander 5, 10, 20 et vous sélectionnez celles qui vous intéressent le plus.
Et après, bon, il y a l'entretien avec les recruteurs. Après, il y a les entretiens techniques. Donc là, après, ça, c'est très différent d'une entreprise à une autre. Nous, on fait pas faire des tests techniques en ligne. Nous, on fait faire des tests techniques en pair programming, par exemple en algorithmique, en framework, en langage, parce que au-delà des connaissances techniques, on veut regarder comment la personne collabore, comment elle réfléchit, quelle est sa capacité de répondre à des raisonnements complexes, ce genre de choses. Donc ensuite, vous pouvez aussi peut-être dire, bah voilà, dans cette entreprise sur l'IA, en général, comment ça se passe les tests techniques, comment me suggères-tu de me préparer? Nous-mêmes, voilà, avec l'IA, vous pouvez même dire, bah tiens, je vais avoir un test sur tel framework, pose-moi des questions que je vais avoir. Ça fonctionne aussi très très bien pour même vous entraîner aux tests techniques. Oui, après pour, ça pour les tests techniques, vous les avertissez, j'imagine, Vanessa, pour les tests techniques, que les candidats vont avoir, des tests techniques à faire? Ça? Parce que On a tout un plein de choses à leur envoyer. On a même fait des tests techniques live qu'on a enregistrés et donc ils peuvent regarder les replays pour voir comment ça se passe, et cetera. On a carrément, ouais, on a plein de supports qu'on a produits où on dit après, bah, tu vas passer les playoffs, voilà comment ça va se passer, voilà comment tu peux te préparer. On cherche vraiment à mettre nos candidats dans un environnement très sain, où même s'il réussit pas, il va apprendre des choses parce que on va les mettre avec des personnes de chez nous qui sont très pédagogues et fortes dans leur métier pour du coup les aider même à progresser sur certains domaines. oui, parce que derrière, c'est pas forcément réussir le test, mais comment réfléchir pour adresser un problème et des choses comme ça. C'est des choses qui sont simplifiées, d'où l'enregistrement, du live pour pouvoir, revisionner, voir la façon dont, réfléchit le candidat. Ça, je trouve, assez bien. Après, sur la partie, test en général, il y a des boîtes qui le font, il y a des boîtes qui le font pas. Moi, personnellement, je ne le fais pas appliquer, pendant les entretiens. Donc, mais c'est plus un choix. En fait, j'étais contre, les tests, techniques à la surprise. C'est-à-dire, on vient, on sait pas du tout qu'on a un test technique à passer et big bang, on vous fait passer un test et on monte pression et tout. C'est un type de test, d'accord? Mais ça peut être quelqu'un qui n'est pas dans son assiette une journée et qui peut rater un test technique parce qu'il n'était pas préparé. Et ça, malheureusement, on peut passer à côté d'un talent. Maintenant, si on avertit la personne et qu'elle est prête, préparée, ça, je serais plus en face. Je sais pas Et ce que nous, tu en tu penses. sais, nous, on veut que par exemple, il y a tout le sujet de dire: «Ah ben mince, même de toute façon maintenant, par exemple dans le développement, les candidats vont pouvoir utiliser, l'IA générative pour les» et nous, on est pour. Parce Oui, que bien nous, sûr. on ne veut que des personnes en interne qui vont savoir utiliser l'IA à bon escient pour peut-être faire des lignes de code faciles à faire et qui vont plus passer de temps sur plutôt la réflexion et voilà la manière de le faire. Donc nous, on n'est pas du tout contre à ce que les candidats utilisent l'IA générative et je dirais même au contraire que ceux qui sont contre, c'est un red flag pour nous. Oui, oui, complètement. Après, il faut se le dire, hein, celui qui n'utilise pas l'IA générative pour, faire quoi que ce soit aujourd'hui, franchement, c'est bullshit, hein. Donc, arrêtez de nous faire, croire que, vous n'utilisez pour rien l'IA générative. Je connais même des personnes là, récemment, ils devaient préparer, leur, entretien annuel d'évaluation avec leur manager, ils utilisent ChatGPT. Il y a aucun mal et tu l'as dit très bien tout à l'heure, on demande à ChatGPT, à Perplexity, et tout, on mettra les liens, parce que Perplexity, peut-être, il est moins connu que ChatGPT et il est très, très bien, je te rejoins sur ce point et on peut lui demander une aide pour gagner du temps et tu l'as bien dit, hein, on gagne du temps, en fait. Il y a pas de mal. Il y a pas de mal. Allez, c'est un outil comme un autre pour un recruteur, pour un candidat et ça, je rejoins, complètement, hein, sur les génératifs
et qui prend de plus en plus de place. Donc, Oui et tu sais aujourd'hui, voilà, c'est comme, on dit, les bûcherons, à un moment donné, il y a la tronçonneuse qui est apparue. Donc bah, tu avais soit ben, ceux qui continuaient à prendre, 1 semaine pour aller couper leur arbre et puis à côté, tu avais ceux qui en 1 heure avaient, coupé l'arbre. Donc c'est comme ça moi que je vois l'IA générative. C'est-à-dire qu'en fait, dans mon métier, dans tout ce que je fais, ça me permet non pas de me remplacer, mais d'aller plus loin dans ma réflexion, d'être plus pointue, d'améliorer, la qualité de ce que je produis et de me permettre d'automatiser ou de faire des tâches qui n'apportent aucune valeur. Typiquement, par exemple, avant, il y a encore 6 mois ou 1 an, dans le métier de recruteur, donc tu vois, tu passes beaucoup de temps avec des candidats en ligne et donc tu poses tes questions blabla et en même temps tu prends des notes, blablabla, tu prends des notes et ensuite quand tu as fini l'entretien, tu repasses 1/2 heure pour rédiger ton compte rendu. Bah, ça maintenant c'est terminé. terminé, ouais. C'est terminé donc je le ça s'enregistre automatiquement, les conversations. Ensuite je clique sur un bouton et ça me fait mon compte rendu donc ça me le fait en 3 secondes. Je le reprends, je le relis comme je viens d'avoir l'entretien, je corrige s'il y a des inexactitudes et puis ensuite ça y est. Et moi en vrai, bah, je préfère, me consacrer sur de la réflexion stratégique, sur le recrutement plutôt que de passer, 3 heures à rédiger des comptes rendus qui n'apportent pas de valeur ajoutée, spécifique. Complètement. Et même j'ai vu, Vanessa, les agents IA maintenant, parce que je vois des posts sur LinkedIn où il y a des gens, qui créent des agents IA qui partent sniffer un peu tout le web. En fait, ils donnent son CV, ils partent scruter un peu tout le web avec tous les offres d'emploi qui correspondent à son CV et ils commencent à postuler dessus automatiquement. Ça, c'est quelque chose, que tu as vu, que tu as en tête, comment c'est quoi ton avis par rapport à ça? Bah, donc pour moi, donc il y a, le prompting où on échange avec un LLM, comme ça au fil de l'eau. Ensuite, il y a la création d'assistants qui permettent, comme ça c'est les fameux GPTs, de donner un contexte et d'écrire un prompting avec une intention, particulière sur, «Je veux que tu me, développes en Python, je veux que, tu relises mes notes». Enfin bref, du coup là, les conditions donc pour moi, il faut un peu d'abord expérimenter tout ça, parce qu'après le problème des agents, c'est que si ça envoie automatiquement, je voudrais juste être sûre que ça ne nuit pas sur la qualité. Nous, on voit aussi très vite quand on est recruteur, les personnes qui ont postulé, à plein, ça se voit très vite, de candidatures et c'est pas qualifié et cetera et on les élimine aussi tout de suite. Donc voilà, j'aurais tendance quand même à dire que, mais bon, après j'en sais rien. Si ça se trouve dans 1 an, je te dirai pas ça. Là, ça évolue Ah tellement. oui, Moi, j'ai pas encore ouais. beaucoup d'expérience avec les agents parce que c'est tout nouveau les agents et j'en ai pas encore expérimenté. Par contre, je me dis que si demain j'utilise des agents, par exemple, bah, typiquement, j'ai un entretien, ça me fait le compte rendu, ça le met tout de suite dans, mon ATS. L'agent pourrait faire ça, que tout de suite ça me colle le compte rendu dans mon ATS, c'est l'Applicant, Tracking System. Non, je trouve que moi, j'aurais pas envie que ça me mette tout de suite mes comptes rendus. Je voudrais pas que ça soit un agent parce que je veux quand même le relire. Parce que l'IA, ça te fait, 50 ou jusqu'à peut-être 80 du boulot dans certaines tâches, mais on doit garder notre esprit critique, notre lecture et être sûr que ça nous convient avant que ça parte automatiquement. Ouais, ça c'est très juste, Vanessa. Je crois que tu as bien résumé, l'utilisation de l'IA génératif dans tout contexte, hein, pas uniquement pour le recrutement, les candidatures, hein. Donc, même dans le développement, même partout, hein, il faut relire et avoir un esprit critique. Ça, c'est méga important et même j'ai vu aujourd'hui qu'il y a certains recruteurs, enfin certaines, propositions, certaines études, je ne sais pas si c'est fait réellement, où ils prennent un tas de CV et ils demandent à une IA, par rapport à une offre d'emploi, de leur sélectionner les CV les plus, approchantes
Ça, c'est aussi des choses qui peuvent exister, mais aussi l'esprit critique parce que l'IA peut se tromper et ne pas sélectionner un CV qui se rapprochait peut-être aussi de l'offre d'emploi de l'entreprise. Donc, Bon, moi, là-dessus, si tu veux, comme nous, dans notre boîte, on est sur des secteurs tellement pénuriques, quand on recrute des personnes, il y a que 10%, c'est lié aux annonces d'emploi. On reçoit beaucoup, beaucoup de candidatures, mais on en sélectionne très, très peu. Donc, mais on les regarde quand même tous un par un parce que si on peut trouver des bonnes candidatures qui correspondent à ce qu'on recherche via les annonces, on est trop content. Maintenant, tu vois, les énormes boîtes comme Meta, Google, ou qui reçoivent des milliers aux États-Unis, des dizaines de milliers de candidatures, je peux imaginer que c'est hyper rébarbatif pour des recruteurs de passer sa journée à regarder des CV et que probablement ils vont utiliser des outils pour faire un pré-screening. Et après, ce qui est un petit peu où il faut faire gaffe, c'est que du coup, si c'est entraîné, ça peut reporter des biais. C'est-à-dire que si par exemple ils font tourner un modèle où ils vont voir sur les 10 000 candidatures reçues lesquelles 500 ont été sélectionnées, et que du coup l'outil tourne là-dedans, ça va faire que, je vais dire un exemple extrême, si les recruteurs ou l'entreprise a un biais de recruter, je sais pas, que des hommes blancs, et ben du coup ça va pouvoir faire ce biais-là aussi, ou bien recrute que des personnes qui ont fait Polytechnique. Ça va dire qu'après, ça va resélectionner avec l'IA que les candidats là-dedans. Donc, je trouve qu'il va falloir quand même faire très attention euh, de ne pas créer des biais qui seront reproduits parce que ça va vraiment nuire à la diversité et on- après, on aura tout le temps déjà des mêmes personnes. Donc, on a que un tel style de personne dans une entreprise, ça marche pas parce que tout le monde pense de la même manière. Donc, et donc, voilà, il faut faire attention par rapport à ça. oui, oui, très, très bien noté ce point d'attention, Vanessa. Donc, on arrive à la fin de ce podcast. Je crois qu'on a bien, voilà, on en a 1 heure de podcast aujourd'hui. On a bien, enfin, on n'est pas rentré dans le détail partout parce que sinon ça prendra énormément de temps. Donc là, on a vu le rayonnement interne, externe, les principaux tips, j'ai envie de dire, pour la partie candidature, recrutement et surtout, surtout, l'utilisation de l'IA génératif. Ça, voilà, avec un esprit critique euh, pour, euh, pour ne pas se tromper et être efficace et être productif soit en candidatant, en recrutant. Merci beaucoup, Vanessa, pour tous les éléments. J'ai appris pas mal de choses personnellement que je ne connaissais pas aussi. Donc, peut-être un mot de la fin, Vanessa. Ben non, mais en fait, moi, je suis ravie d'échanger. J'aime beaucoup transmettre. Euh, j'ai commencé il y a que 6 ans à bosser dans une société de services où il y a beaucoup de personnes de la tech, de dev, et c'est grâce à cette communauté que j'ai appris les valeurs de vraiment partage, transmission, open source, etc., qui m'a donné envie de l'appliquer dans mon domaine d'activité. Et c'est grâce à ça que je me suis tellement améliorée rapidement dans mes expertises. Et du coup, je voudrais remercier la communauté pour m'avoir ouvert l'esprit sur ces pratiques-là. Et donc, je suis tout le temps ouverte quand on me sollicite pour échanger. Je le confirme. Vanessa est très accessible, il n'y a aucun problème sur ça. Parce que je l'ai constaté, je l'ai vu de mes propres yeux. Merci beaucoup, Vanessa, pour ce podcast, encore une fois. Je rappelle, il y a tout en description, les liens vers le profil LinkedIn de Vanessa pour suivre son actualité, les conférences. Allez suivre Vanessa, contactez-la si via la boîte, via Sphère ou directement si vous avez, euh, si vous voulez travailler avec Vanessa dans le futur. Donc n'hésitez pas. Pour aujourd'hui, on en reste là. J'espère que vous avez aimé.
Si vous avez aimé, du coup, commentez, likez, partagez. Si vous n'avez pas aimé, dites-nous ce que vous n'avez pas aimé pour améliorer le contenu de la chaîne. C'est très important. Parce que voilà, Vanessa, elle est venue sur son temps libre, moi aussi. Donc, on fait le tout pour la communauté. Et communauté, comme a dit Vanessa, qu'on remercie. Parce que voilà, on apprend via la communauté, on aide la communauté aussi à avancer. Donc voilà, n'hésitez pas à le dire. Et comme d'habitude, pour le mot de la fin, que la fin du bullshit en informatique commence. À bientôt. Au revoir, merci. Salut, salut.